Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le jeudi. Nous sommes le 14 novembre 2019, l'occasion pour nous de dire que le Cameroun, dans la situation actuelle, est un tourbillon, est un gros magma. Si on ne fait pas attention, si on n'y prend pas garde, on risque étouffé et on risque d'être asphyxié dans ce pays puisqu'on constate que les choses simples deviennent compliquées sous le ciel du Cameroun. C'est pourquoi quelqu'un a dit être Camerounais est un métier. On est en droit de le constater et de le dire aujourd'hui, alors que de nombreux candidats au double scrutin municipal et législatif se plaignent de ce que les tracasseries sont de plus en plus nombreux dans la constitution de leur dossier, notamment sur ce que le code électoral du Cameroun appelle le certificat de domicile. Ça coince avec les sous-préfets, mais également avec ce que la loi appelle le certificat d'imposition ou de non-imposition. Là encore, il y a des bisbilles avec l'administration fiscale qui ne comprend pas très bien ce terme, alors qu'en 2015, il y a eu une réforme avec désormais ce qu'on appelle attestation de non-redevabilité. Donc on voit très bien que il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On a également l'extrait de l'acte de naissance qui achoppe pour ceux qui doivent rentrer dans leur commune d'origine où leur acte a été établi. On voit très bien que le nord-ouest et le sud-ouest en ce qui concerne cette pièce précise restent tout à fait hors de tout contrôle parce que beaucoup de zones là-bas restent inaccessibles pour le commun des Camerounais. Donc on est en droit ce matin, madame, monsieur, de se dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Il va falloir que le gouvernement, que l'État puisse arbitrer cette situation entre ELECAM, entre les partis politiques de l'opposition, mais également avec les différentes administrations telles que les sous-préfectures, mais aussi l'administration fiscale. Donc voilà, on va tenter de comprendre tout cela parce que les délais courent. On va dire que seulement 2 semaines, 2 semaines après la convocation du corps électoral, on ferme les dépôts de candidature. Comme chaque matin sur ce plateau, madame, monsieur, l'équipe est en place. D'abord vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que veulent les autorités administratives de ce pays? Trop de voix s'élèvent déjà dans les différentes sous-préfectures. Allons-nous assister à un autre scandale dans certaines sous-préfectures où les sous-préfets ont littéralement disparu, certains maires avec, se refusant de signer? Si des voix s'élèvent, parlera-t-on du trouble à l'ordre public, alors que c'est l'autorité administrative qui elle-même organise ce faux à travers sa disparition à la fantomas se déchaîne. Bravo, c'est bien. Disparaissez tous. Ok, d'accord. C'est encore plus grave pour les maires. Vous savez que l'extrait de l'acte de naissance se fait dans la commune où vous avez établi où on a établi, où vos parents ont établi votre acte de naissance. Et donc c'est pas comme les copies d'actes ou bien les photocopies d'actes. Donc on est obligé de rentrer dans les fichiers, dans les souches pour vous établir l'extrait de l'acte de naissance. Malheureusement, les maires ont clairement déserté les mairies pour ce qui nous revient des différentes de loin du Cameroun profond. La question fondamentale, c'est en cas de désordre, et là je m'adresse au ministre de l'administration territoriale, en cas de désordre, parlera-t-on de troubles à l'ordre public? Il faudrait qu'il commence à répondre à cette question. Voilà, obstruction démocratique, comme on le voit très bien avec cette composante et cette thématique ce matin, madame, messieurs. Également sur le plateau, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Voilà un article qui va mettre fin aux discours tribaux sur les réseaux sociaux et sur la place publique en général. La loi numéro 2006/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal est modifiée et complétée ainsi qu'il suit.
Alors, on va dire que est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 300 000 francs à 3 millions de francs CFA, celui qui, par quelque moyen que ce soit, tient des discours de haine ou procède aux incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale ou ethnique. On va en revenir dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. D'accord, on va y revenir avec vous, Karine Sontiel. Ce sera tout à l'heure en deuxième partie de cette émission, Madame, Monsieur. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Un journal du nom de l'avocat nous apprend ce matin que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est embarrassé. Avec ses RDPC? Oui, avec ses militants qui défilent depuis un moment au TCS. Et il y en a même qui sont détenus à la prison, dans les 2 prisons principales de Yaoundé. Ils sollicitent l'investiture de leur parti pour avoir l'immunité. Le RDPC se trouve donc embarrassé à ce moment-là. Donc voilà, attendons de voir. Les candidats, ils défilent au TCS. Il y en a qui sont déjà en prison, mais pas encore condamnés. Ils sollicitent l'investiture de leur parti. Mais déjà, il faut reconnaître que les réunions du bureau politique du RDPC qui se sont réunis depuis longtemps n'ont jamais exclu Marafa de leur parti. Ils le considèrent comme absent. A-t-il lui-même démissionné? Non. Non, il n'a pas démissionné. Mais le parti dit que quand vous êtes en porte-à-faux avec les caisses de l'État, on doit vous sanctionner. Maintenant, Marafa, lui, il est condamné. Ça veut donc dire qu'on a acté qu'il n'a pas... Il ne s'est pas amusé avec l'argent public, mais il n'est jamais exclu. Il est considéré comme absent. Très bien. Voilà, donc voilà la situation que le parti au pouvoir Voilà la situation, malheureusement. Alors, on va, Madame, Monsieur, entamer tout de suite la première rubrique de cette émission. C'est l'histoire du jour. Histoire contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de 2 cousins qui ont des récriminations contre leurs oncles. L'histoire remonte à très longtemps par leur grand-père qui a eu 5 enfants et qui a eu des biens durant sa vie. À sa mort, ce sont ces 5 enfants qui se sont partagés, du moins, qui ont géré l'administration de ces biens-là. Sauf que les 2 cousins ont perdu chacun leur père. Et aujourd'hui, il ne reste que 3 enfants du grand-père. Les 2 cousins se plaignent aujourd'hui du fait que leurs 3 oncles prennent les décisions, vendent les terrains, prennent les locations, les argents de loyer qui s'élèvent à 600 000 francs le mois sans rien leur donner et sans leur donner la moindre explication sur la gestion de ces biens-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, ces cousins sont aînés dans les différentes familles et ont la charge de leurs cadets. Ils se demandent pourquoi leurs oncles réagissent de cette manière. Ils disent que la seule fois où ils ont donné des papiers à leurs oncles, ceux-ci ont procédé à la vente de nombreuses terres qui appartenaient à leur grand-père. Et aujourd'hui, ils aimeraient savoir comment faire pour entrer en possession de ce qui aurait dû revenir à leur père et comment faire pour pouvoir parler avec leurs oncles, parce qu'ils disent qu'ils ont tenu des réunions de famille et à chaque fois, le chef de famille qui est l'un des 3 leur a toujours dit « on n'a pas de compte à vous rendre, on prend des décisions et on vous en informe, tout simplement ». Les 2 cousins sont mariés et chacun ont des activités. Voilà, donc on va décrypter cette histoire ce matin. C'est vrai quand même que c'est vrai, lorsqu'on a été un homme qui a construit sa vie et qui a laissé des biens matériels, il est quand même important que ce qui a été laissé soit réparti en termes de legs de manière tout à fait normale, avec les règles orthodoxes. Et là, pour le cas, le grand-père ici, son legs semble avoir connu beaucoup d'atermoiements. Ça peut paraître contradictoire avec ce que l'on évoque souvent sur ce plateau par rapport à ce que chaque individu doit faire en ce qui le concerne en termes de constitution de son propre patrimoine à lui, que de compter sur celui des autres. Mais il est quand même aussi important pour nous de dire que c'est pas la voie ouverte, c'est pas, on va dire, c'est pas un chèque en blanc.
pour ceux qui vont détourner des legs, des héritages, parce que ils vont s'adosser sur le fallacieux prétexte que chacun doit se constituer son patrimoine, alors que eux-mêmes, ils ne sont pas dans cette situation, dans cette configuration. Donc, Dominique, je commence par vous. Ce matin, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est qu'ils disent déjà qu'ils ont des emplois, ils ont des activités rémunératrices. Où est donc le besoin de vouloir forcer? Si vous avez des oncles qui, en face de vous, vous font comprendre que c'est l'héritage de leur père et qui ne veulent pas le partager avec vous, mais constituez votre patrimoine. Parce que vous ne pouvez rien. Ils sont 3 contre vous. Ils ont les papiers, les actes de décès de vos parents qui leur donnent la possibilité de vendre tout le reste, de faire tout ce qu'ils veulent. Visiblement, vous n'avez pas la possibilité d'aller contre ça. Maintenant, moi, j'ai un problème avec les épouses de ces hommes-là qui les encouragent dans cette voie. À un moment, il faut apprendre à dire à vos hommes, à nos hommes, d'arrêter d'avoir les yeux sur ce que leurs parents ont cherché. C'est vrai, ça fait mal, c'est le grand-père qui a cherché et autres, mais si vous avez déjà un mari qui a un travail, essayez de vous construire avec ça. Avec ça. Il mentionne que c'est 600 000 francs à la fin du mois que les oncles glanent et autres. Moi, je vois plus des gens qui sont dans le besoin de partager ça que des gens qui sont intéressés par le bien, par le côté sentimental du bien. Donc, à un moment, il faut passer outre le matériel, faire abstraction de ça et continuer à vivre. Donc, laissez tomber. Pour moi, vraiment, laissez tomber. En plus, vos parents, il n'y a pas eu de testament, il n'y a pas d'acte notarié qui disent qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse vous revenir. Donc, c'est juste sur le plan de la famille, comme ça, on sait que ce sont les enfants de tel qui doivent avoir telle ou telle autre chose. Donc, laissez tomber. Laissez tomber. Alors, bon, Begad, l'histoire de ce matin, on va clairement le dire. Il y a 2 cousins, il faut dire qu'ils sont des petits-fils. Pour ce grand-père-là, il y a des oncles. On imagine, évidemment, dans ce type de conflit, c'est qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Justement, voilà la bonne question. Et qui leur a dit que les petits-fils n'héritent pas? Deuxième chose, qui vous a dit qu'il n'existe pas de testament? Parce que un testament, c'est l'acte notarié. Non, c'est archi faux. Archi faux. Archi faux. Le grand-père, vous savez, ce qui est mis en question ici, bon, comme on dit souvent, l'argent est venu diviser nos familles. Les femmes aussi. On ne peut pas écarter les femmes. Elle-même, elle en a parlé tout à l'heure. Il est question de l'organisation sociétale de nos familles. Et une chose est arrivée, aujourd'hui, on privilégie les réunions d'amis, des tontines. Et oui, nous qui sommes à Douala, vous entendez souvent réunion des filles, des filles dynamiques, réunion des garçons de ceci. C'est ça qu'on privilégie. Or, ce type de réunion déconstruit la société. Quand on dit société, le maître mot dans société, c'est solidarité. Si la solidarité n'existe plus, ça veut dire que la société n'existe plus. Ce ne sont pas j'allais dire, l'exhibition des biens matériels ou financiers qui font d'une société zéro. C'est la solidarité et surtout des liens de filiation qui unissent les uns et les autres autour des membres de ces sociétés. Et c'est ça qu'on est en train de déconstruire ici. Leurs 2 papas qui vivent encore, ils ne veulent pas ressouder les liens. Vous faites exprès de dire papa et pas oncle. Oui, oncle c'est du côté maternel. Oui. Du côté, on ne peut pas dire oncle paternel, ça c'est un mauvais langage. Donc, ce n'est pas parce que les Français ont un déficit de vocabulaire, on va commencer à rassembler des choses et d'autres. Voilà. Oncle, c'est du côté de maman. Les frères de maman sont mes oncles. Les frères de papa sont mes papas. Donc, leurs papas vivants, ils s'accaparent d'un certain nombre de choses et ils oublient, au lieu d'être là maintenant, comme j'allais dire, les seuls représentants de grand-père pour unir les petits-fils, les petits-enfants de leur papa en leur disant « Voilà comment papa nous avait appris. Nous ne sommes qu'à 2 parce qu'entre les 2, il doit y avoir un responsable de la famille. » Donc, ce qu'on appelle testament chez nous, je vous l'ai dit, ça commence dès que l'aîné des garçons prend femme.
c'est à ce moment que papa vous dit, si je ne suis pas là demain, ta petite sœur qui porte le nom de ma maman, elle est en mariage, son mariage peut capoter. Elle vient, elle est rattachée à toi. Mon fils, ton petit frère qui porte le nom de mon beau-père, sera ici, va construire ici, aura ses champs là-bas. Mon bombo, voilà. Au dernier, il aura la maison, c'est-à-dire sera l'héritier, voilà. Il peut ne pas déclamer ça, peut-être parce que c'est que l'aîné des garçons, il n'est pas là, ou bien parce que le père juge toujours. Il confie à un autre de ses frères, au chef, au bombo, à quelqu'un, la famille. Donc, c'est ça, quand on dit, on est en train de gérer le deuil. C'est ça, en fait. Donc, il est hors de question qu'on arrive là, le deuil ne trouve pas. À ce moment-là, on organise les funérailles. Organiser les funérailles veut dire qu'on remet sur la table un certain nombre de ces questions-là qui régulent, je dis bien régulent, cette relation au sein des membres de la famille. Ici, vous allez vous rendre compte que même les garçons, parce qu'ils ont un peu, comme vient me dire ma fille Audrey, ils ont un peu, vous dites, bon, l'argent, non, ça n'existe pas comme ça. C'est-à-dire que même si vous avez l'argent plus que Mo Ibrahim, l'héritage de papa, c'est l'héritage. C'est-à-dire, il faut prendre, même si c'est une cuillère qu'on vous donne, c'est la cuillère que grand-père. C'est lui. Non, je veux dire, en fait, ça ne doit même pas être une lutte, mais c'est un problème d'honneur. Moi, j'ai un bout. Le pain que grand-père avait, quand il dit, j'ai hérité de ce pain et vous gardez. Donc, ça a une valeur symbolique énorme. Absolument. Maintenant, vous êtes... j'entends souvent les gens sortir des centaines de millions d'euros ou de tout pour acheter le tableau de Leonardo da Vinci. On dit que le Titanic, on a retrouvé, voilà, tout ça. Oui. Et les mêmes, ils vont aller courir acheter des tableaux de je ne sais qui n'ont rien à voir avec leur attachement. Il y a leur relation avec les ancêtres. Non, ici, il faut toujours rétablir les relations avec ses ancêtres parce que vous êtes la descendance d'eux. C'est comme ça qu'on acquiert la bénédiction et ainsi de suite. Donc, oui, qu'ils demandent à leurs deux papas, papa, non, nous pensons qu'on peut s'organiser comment? Parce que leurs deux papas ont aussi des enfants. Comment, quand ils vont disparaître, leurs enfants, eux tous vont vivre comment entre petits-enfants? Donc, s'ils ont un minimum, j'allais dire, de bonne volonté, c'est comme ça qu'ils devraient orienter leur action. Donc, on comprend très bien de ce que vous dites que les petits-fils peuvent également avoir droit à l'héritage du grand-père. Absolument. Alors, mais sauf que la situation ici semble un peu plus compliquée. Ça veut dire que vous avez des frères, vous avez des enfants et des frères. Ces frères-là sont censés donc hériter de ce qu'a laissé leur père. L'un des frères ou l'un des frères sont décédés entre-temps. Voilà, deux puisque pour le cas, pour le cas d'espèce. Donc, l'un des frères décède et les restes disent que, bon, comme il est parti, bon, tant mieux, on se partage entre nous ce qui est resté. Oui, voilà. C'est ce sentiment que nous combattons dans nos traditions. Bon, a-t-il laissé un enfant? A-t-il laissé une femme? Comment on les encadre? Quand vous entendez que, bon, il a fait le veuvage avec tel, comment on les encadre? Oui. Donc, et en plus, la disparition était telle tragique ou court. Mais c'est pour ça, je veux dire, c'est l'harmonie. Nous sommes en train de déconstruire le socle parce qu'il faut de la famille. expliquer que parfois, dans des questions d'héritage et succession, vous avez des enfants qui, déjà même vivant entre eux, se bagarrent. Ça veut dire que c'est pas... Même déjà vivant entre eux, se bagarrent. Imaginez que l'un d'eux meurt, alors lui on le met de côté, on le met au placard, qu'il ait des enfants ou pas. Absolument. Oui. C'est comme ça. On commence d'abord à observer, même quand vous mangez, nous on mangeait ensemble dans un même plat. Oui. Et maman observait qui mange plus vite que les autres, qui est en train d'encadrer les autres. Puis vous verrez qu'il y a un enfant. Non, lui, il va passer le temps à dire non, tu as dit, laisse le petit, voilà. Lui-même, il ne va même pas penser à lui-même. Et maman observe. C'est comme ça qu'on vous voit. Et on vous dit, puisez l'eau. Tu dis, je suis malade. Hein. Bon, les parents observent. Donc, ça existe. Maintenant, comment faire juste parce comment faire donc pour réguler ça entre ceux qui sont nés timides, ceux qui sont taciturnes, ceux qui sont hypocrites, ceux qui sont belliqueux.
Parce que quand vous êtes vivant, vous pouvez gérer tout ça. Mais quand vous n'êtes plus là, ils se dévorent entre eux. C'est pour ça que je vous dis que les Blancs ne vous trompent pas. Le testament n'est pas seulement ce qu'on a laissé chez le notaire. C'est aussi les conversations que grand-père avait eues, que leur papa avait eues avec les autres. C'est pour ça que la gestion du deuil, on liquide ces choses-là. Après disparu, on attend les funérailles, il y a beaucoup d'aspects dans notre vie qui organisent ça. D'accord, voilà. ok. Mais que leurs femmes se taisent. Et c'est l'argent, les femmes qui gardent la société. D'accord. Alors, Charles Hamel, quelle est la science que vous déployez ce matin pour qu'on comprenne cette histoire? Mais M. Eric Fopoussi, c'est une affaire trop simple même à régler. Très simplement, c'est juste qu'on a affaire à des enfants occidentalisés qui n'ont pas su, M. Eric Fopoussi, gérer cette affaire. Parce que le premier problème, c'est un père qui laisse à ses enfants, à ses 5 enfants. Lorsque ces 5 enfants, pendant qu'ils profitent, 2 s'en vont. Mais lorsque 2 s'en vont, il y a 2 chaises qui restent vides qu'on n'a pas remplacées. Il faut d'abord remplacer les 2 chaises, M. Eric Fopoussi, à travers la désignation du successeur. On doit d'abord dire que nous sommes 5 sur ce plateau, 2 s'en vont. Il faut qu'on désigne des successeurs. Voilà telle personne. Les enfants doivent s'asseoir et dire, désormais, voilà celui qui parlera au nom de papa. On le désigne comme le successeur qui sera le papa dans la fratrie des 3 autres qui sont restés, M. Eric Fopoussi. Les 2 noms, les 2 enfants, c'est-à-dire les 2 groupes des fils, doivent désigner le successeur, celui qui parlera au nom de leurs parents. Ce sont ces 2. Qui est maintenant celui qui parle au nom du grand-père? Non, on n'est pas encore à ce niveau. Cette fratrie-là. On n'est pas encore à ce niveau. Non, monsieur, on n'est pas encore à ce niveau. Oui. On est au niveau, je prends le problème, je reviendrai. Les 2 d'abord doivent désigner chacun, enfin les groupes d'enfants doivent désigner un successeur. C'est les successeurs qui vont aller bagarrer pour recevoir leur part. Ce n'est pas la part des enfants, c'est leur part, M. Fopoussi, en tant que frère. Je ne sais pas si vous savez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, M. Fopoussi, que je ne suis plus. Non, on a compris. Oui. Mon fils qu'on va désigner comme successeur viendra s'asseoir sur ma place et réclamera ma part. Donc, il sera la part de la famille. Maintenant, les 5, une fois réunis en frères, devront désigner et décider du partage pour les petits-fils, parmi lesquels, nous encore, en tant que successeurs, nous serons inclus. C'est ça, le jeu. Ça fait 2 parts. Ça fait 2 parts précises. Alors, c'est à ce niveau qu'on est. Mais ça suppose, et je reprends à ma question, ça suppose que quand le grand-père est décédé, les 5 qui vivaient encore n'ont pas décidé qui était celui qui parlait en leur nom, 5. C'est justement ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, on est carrément dans c'est pour ça que je dis que voilà la résolution de ce problème est simple. Pour le moment, on n'a plus besoin du grand-père. Parce qu'on a déjà acté, après le décès du grand-père, ils ont acté, ils ont mis en place un fonctionnement, M. Eric Fopoussi. Rentrons d'abord dans le système qu'ils ont fait, établissons les règles, désignons le nouveau grand-père, qui peut ne pas être le fils, qui peut être pris parmi les petits-fils, M. Eric Fopoussi, qui n'est pas forcément parmi les fils, qui peut être petit-fils. C'est pour ça que je dis que c'est secondaire. Maintenant, lorsqu'on établit, on définira la position des petits-fils. Donc pour le moment, je crois que le problème n'est pas des noirs, il ne faut pas qu'on tergiverse. Bon, bon, c'était du fond, que les garçons s'asseyent chacun dans sa famille, décident qui est le successeur et appellent les oncles en disant, à partir d'aujourd'hui, voilà tel qui parle, voilà notre papa, c'est lui qui parlera. Donc, il viendra s'asseoir et aura besoin de sa part comme notre papa recevait. Oui. Dans le cas où ça ne se fait pas, il pourra donc librement faire opposition. Opposition auprès des tribunaux, opposition auprès de la chefferie du ministère de la justice traditionnelle, M. Eric Fopoussi, parce que ça existe, on a un ministère de la justice traditionnelle, il pourra aller se plaindre et on prendra les mesures adéquates pour régler ce problème. Voilà, vous avez procédé par, on va dire quoi, par calcul, déduction et le reste, parce que... Comment ça? Oui, c'est très mathématique. le raisonnement que vous avez dans nos familles. Voilà, tout à fait. Karine. Monsieur Fopoussi, on a quand même des oncles qui s'accaparent de tout et qui vendent même parfois. Vous avez des jeunes qui ont quand même une activité et qui réclament leur part dans l'héritage, ce qui est compréhensible. Mais je pense quand même que lorsque vous avez vos 2 bras et que vous êtes encore jeune, il n'est pas temps pour vous de réclamer ce genre de choses. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la tradition revient toujours.
selon ce que Bombok et Charles Amène nous disent ici, que même si vous allez à l'extrême nord ou vous allez en Australie, votre tradition va toujours vous rappeler. Je pense que pour éviter les conflits, parce que dans certaines familles, vous voyez aujourd'hui, il y a des enfants qui décèdent même à cause de ça. C'est-à-dire qu'un oncle arrive même à piéger une maison qu'il a dit, ok, c'était même la maison que le grand-père avait laissée pour votre père. Voilà ça, il piège la maison, vous entrez dans la maison au premier jour et vous décédez ou vous tombez malade, vous finissez par ne même pas habiter dans cette maison. On a vu ça dans nos familles, comment est-ce que les enfants sont décédés dans des circonstances mystérieuses, justement parce que au final, ils ont pu récupérer des biens appartenant à leur père. Vous allez voir que dans cette famille-là même, les oncles et les parents de ces deux cousins avaient des problèmes avant le décès de leurs deux oncles. Peut-être que même ce qui est à l'origine du décès de leurs parents, ce serait leurs frères dont se discute d'héritage. Dans cette discussion d'héritage. Donc moi je pense qu'il est temps pour eux, s'ils ont des familles, de laisser ça tomber. Parce que de toutes les façons, la tradition ne fuit pas. Ça finit toujours par revenir. Et un jour, même ce grand-père-là, s'il vous avait choisi, il va dire, arrangez mes choses, arrangez ma maison parce que vous avez détruit ma maison. Et ces oncles-là seront forcés de le faire avant de décéder. Donc pour moi, vous pouvez laisser pour l'instant. Ce n'est pas le moment pour vous. Concentrez-vous sur votre vie, votre famille. Et plus tard, maintenant, ils pourront revenir. Parce que moi, j'ai juste peur pour votre vie. Moi, j'ai peur pour votre vie. On le voit tous les jours dans les familles. Comment est-ce qu'un grand-père laisse même l'héritage à un de ses petits-fils et l'autre garçon qui avait plus d'enfants que l'autre dit, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Moi, j'ai eu les enfants avant lui. J'ai eu plus d'enfants, ainsi de suite. Le papa a fait la discrimination et tout. Et après, vous voyez, les gens commencent à tomber, les gens commencent à tomber, les gens commencent à tomber. Donc, je préfère. Moi, si je suis à votre place, je laisse tout tomber parce que l'héritage de votre parent n'est pas pour vous. Pour l'instant, peut-être qu'il reviendra. Mais je pense que dans cette vie, c'est d'abord ce que vous avez cherché qui compte. Oui, cher Abel, vous souhaitiez faire une petite précision. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes sanctionné, vous êtes doublement sanctionné. Sanctionné parce que vous avez abandonné. Ah oui? Ne voyez pas, parce que laissez, allez vous débrouiller, allez vous faire. Vous êtes doublement frappé pour avoir négligé, pour avoir abandonné le patrimoine. Mais permettez-moi, chez nous, nous avons l'expression qu'on appelle ma part. Monsieur Rifopoussi, quand je m'assieds dans notre confrérie, quand je prends, permettez-moi, quand je prends ma part. Je ne prends que ce qui est pour moi. Lorsque vous entrez dans la salle, on dit décroche le siège de ton père. On n'enlève pas le siège de ton père pour te donner. On dit décroche le siège de ton père. Et cela n'arrive là que parce qu'on t'a désigné, parce que des gens t'ont choisi pour défendre leurs intérêts. Alors vous ne pouvez pas dire aux gens que votre père vous a laissé parce que vous lavez-vous les mains abandonnées. Il vous en sera demandé qu'est-ce que vous aurez tenu comme effet. C'est votre bien, c'est votre part. Vous devez la récupérer et ajouter dessus. Repartez dans la Bible et lisez bien la parabole du talent. Je vous ai donné 5, je vous ai donné 3, je vous ai donné 1. Qu'en avez-vous fait? Et si on ne vous a pas donné? C'est donné. C'est donné. Dans cette histoire, non. Dans cette histoire, Dominique Audrey ne nous a pas dit que le père est allé un jour. On a dit que leur père prenait leur part. Ils partageaient en 5. Depuis que le père est décédé, les enfants n'ont rien perçu. Dans l'histoire, on ne nous a pas dit que le père, avant de décéder, est allé dire voilà ce qui vous appartient, voilà ce qui vous appartient. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Voilà, c'est justement parce qu'on n'a pas dit que ce problème se lève. Parce qu'on n'a pas dit que les gens s'accaparent les biens. Si on avait dit, si on avait dit, au moins ces enfants seraient allés avec un argument convaincant de savoir que moi je sais, voilà les documents, mais on n'a pas dit. Les documents ne appartiennent pas. Il y a les documents. Avec la mentalité de l'Occident. Non, mais il y a les documents. C'est la mentalité de l'Occident. On avance aujourd'hui avec les lois. On a des documents. Il faut prouver que je suis héritière. C'est la mauvaise pensée, donc il faut arrêter au bannir aujourd'hui. S'il vous plaît, alors, monsieur Bachou, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors, sincèrement, on comprend tout de suite qu'il y a une opposition, un choc de civilisation. C'est clair que on voit très bien pourquoi les notaires aujourd'hui ont pignon sur rue. Vous n'avez pas péché aux gens d'aller chez le notaire. Donc, c'est ça, c'est un choc. Il y a ce que prévoit
la tradition, ce que prévoit la loi, le code civil en l'occurrence, dans son segment lié à la succession et à la filiation. Vous ne pouvez pas le dire parce que même devant les tribunaux, il y a ce qu'on appelle le conseil de famille. Tout à fait. Le procès verbal de conseil de famille. Vous avez raison. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Mais sauf que... il ne faut pas perdre ceux qui nous regardent. Quand vous partez toucher quelque chose, c'est ma part. Charles Amel, le code civil. Ce que dit Karine n'est pas tout à fait faux. Vous pouvez en tant que personne faire un testament. Oui. Donc vous ne le faites pas alors. Vous ne le faites pas. Voilà. Parce que vous n'avez rien laissé chez le notaire, il n'y a pas de testament. D'accord. Oui, il n'y a pas. La parole ne suffit pas. Mon ami. Donc, il n'y a même pas un document qui atteste que c'est pour vous. Ok. Ça veut dire que les gens on s'arrête là. On a écrit ou pas, vous prenez ma part. On s'arrête là tout de suite. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre la prochaine rubrique. C'est la colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question de la situation économique de ce pays. Quelle est la situation économique que vit le Cameroun? Les experts vous diront que le Cameroun est au bas fond. Mais les stratèges politiques vous diront que le Cameroun ne s'est jamais mieux porté que maintenant. Pourtant, le constat est clair. Le Cameroun vit une crise sans précédent. Désindustrialisation, niveau d'importation des denrées alimentaires très élevé, et environnement économique difficile et pas du tout attractif, corruption à outrance. Comment comprendre que le Cameroun peine à atteindre seulement les objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, objectif conservateur et celui particulièrement d'atteindre un taux de croissance acceptable par an? Non, non et non, c'est inacceptable. Comment comprendre le fait que notre économie soit largement dominée par le secteur tertiaire, qui récapitule les activités de négoce, c'est-à-dire le conditionnement, le reconditionnement et la distribution, voire la redistribution des produits neufs et usagés en provenance principalement des pays asiatiques, européens et des États-Unis d'Amérique. Les activités bancaires et d'assurance qui financent et assurent les activités de négoce précitées. Les activités de transport et de télécommunication qui permettent de rendre fluides et possibles les activités précitées. Disons-le clairement, la balance des paiements est complètement déficitaire. La balance commerciale est déficitaire à la valeur de 2018 de l'ordre de 1200 milliards de francs CFA, du fait qu'on a importé pour plus de 650 milliards de francs CFA en termes de denrées alimentaires de grande consommation. C'est-à-dire qu'on a 650 milliards de denrées alimentaires de grande consommation qui concentrent essentiellement le riz, le poisson, les huiles végétales, la farine. Et c'est bien. Comment comprendre que notre économie soit marquée par une absence totale de véritables activités industrielles et par la pratique d'une agriculture peu productive et moribonde? Savez-vous que nous avons perdu notre autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire notre capacité à subvenir à nos besoins de consommation alimentaire en utilisant nos produits locaux? Nous avons atteint le fond à travers le fait que nous importons quasiment tout, des produits agricoles aux produits alimentaires et agroalimentaires, en passant par les produits d'habillement, électronique, électroménager, informatique, jusqu'aux biens durables, engins, voitures, matériaux de construction, tous ces produits proviennent de l'extérieur. Notre économie souffre d'un déséquilibre de notre balance commerciale, marquée par une forte prédominance des importations, car nos exportations se limitent principalement en pétrole brut et au bois en agrumes.
imposant de fait une chaîne de valeur, voire la chaîne de création d'emplois qui va des importateurs, grossistes, demi-grossistes, détaillants, consommateurs, créant peu d'emplois. Raison pour laquelle nous assistons au Cameroun à un chômage de masse, voire à un chômage cyclique qui s'empire davantage et quotidiennement. Ayons le courage de faire une analyse froide en disant aux Camerounais que le Cameroun peine à décoller et à trouver une source stable de croissance, car nous ne produisons pas. Nous passons plutôt la plupart du temps à consommer ce que les autres pays ont produit. Rappelons-nous que lorsque le budget 2019 passait à 4 513 milliards, passait de 4 513 milliards à 4 850,5 milliards de francs CFA, avec une augmentation de 340 milliards, alors qu'il s'agissait davantage pour nous de réduire les dépenses pour dégager une épargne intérieure susceptible de financer les investissements d'infrastructures. On a crié, on a parlé, on nous a dit, taisez-vous, ainsi va les choses. Nous dépendons largement de l'extérieur, aussi bien en ce qui concerne les biens de consommation finaux que les biens semi-durables et durables, ce qui fait de nous une économie essentiellement importatrice. On importe, on se sent à l'aise. D'ailleurs, allez vous plaindre à qui vous voulez. Tant qu'on nous dit qu'on va bien, tout va bien. La situation de l'économie camerounaise, c'est intéressant de rentrer dans ce travail très important que vous nous amenez à faire ce matin, parce que les hommes parlent, mais les chiffres ne mentent pas. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Et lorsqu'on regarde les indicateurs du Cameroun sur la balance commerciale, sur le niveau d'importation des denrées alimentaires, le riz, le poisson, la farine et autres, lorsqu'on regarde le niveau de chômage au Cameroun, lorsqu'on regarde également notre classement en termes de climat des affaires au Cameroun, on peut encore avoir des chiffres sur notre économie. Lorsqu'on regarde le nombre d'entreprises qui ferment porte, les PME qui ferment porte tous les jours, ce sont là des indicateurs qui sont tout à fait importants à remarquer. Mais bon, Bengan, quel est le regard que vous posez sur cette situation économique du Cameroun? Un mot, un seul, la souveraineté. Le Cameroun a décidé de ne pas être un État souverain. Parce que j'entends parler, les gens disent souveraineté parce que Human Watch a fait un rapport sur le NOZO où on dit ah oui, on n'a pas de souveraineté. Je vais prendre un cas. Les deux derniers discours du chef de l'État, le 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, il a également rappelé ça le 6 novembre 2018 lorsqu'il prêtait serment. Il indexe la communauté internationale et là, il a raison. Parce que ce que vous appelez mondialisation de l'économie nous a mis dans une situation qui a été clairement définie par un journaliste français qu'on appelle Hugues Seraf. Il a fait une tribune au journal Le Monde du 21 mars 2006 qui est intitulée « Quand l'Afrique s'éveillera, la France l'enverra se recoucher ». Nous avons été surpris par la Chine et l'Inde. Nous n'accepterons pas que l'Afrique nous échappe. Voilà, et nous voilà, aussi. Voilà. Et oui, les gens attendent, je veux dire... Nous, mis pour la France, bien sûr. Oui, oui. Et là, est-ce pourquoi le chef de l'État ne veut donc pas, et je vous l'ai dit dernièrement quand il s'agit des problèmes politiques, ne comptez pas sur Paul Biya pour embarrasser la France. Il ne peut pas. Donc il va accepter, on a main et pieds liés. Voilà le premier. L'autre indicateur qui aurait pu nous permettre de nous relever, c'est la deuxième chose que je veux. Ahidjo avait dit ceci à la France: laissez-nous faire, si ça nous dépasse, on vous appelle. Par rapport aux deux présidents gabonais, Léon Mba et Omar Bongo, et Houphouët-Boigny, qui eux avaient dit à la France, et Senghor également, faites chez nous comme chez vous. Donc Ahidjo a dit non, laissez-nous faire, si ça nous dépasse, on vous appelle. Et d'ailleurs, c'est cette orientation qu'il a donnée au président Biya. Et c'est bien que Charles Hamel ait relevé ça, que tout le monde est dans les services. Cabinet d'études cabinet études, ça ne développe pas.
Ça ne développe pas. C'est le secteur primaire et secondaire. Donc, il faut créer les industries. Et pourquoi on a besoin, peut-être je vais terminer par là. En 1990, le chef de l'État crée l'Office national de la zone franche industrielle, qui devait partir de Bonabéry jusque dans tout le sud-ouest. Il y avait une zone relativement qu'on avait définie. Et l'autre point, on disait que pour le reste du pays, il devait avoir les points francs. C'est-à-dire que le Camerounais devait fabriquer des produits uniquement destinés à l'exportation. Et je ne sais pas, c'était confié à un certain Michael Tomdio. Il avait été nommé ministre quelques temps après, mais bon, on ne nous dit pas. Voilà, un peu aujourd'hui où on se trouve dans une situation rocambolesque. Il refuse d'aider les opérateurs économiques, les accompagner dans leur déploiement. Il refuse de les laisser aller en joint venture avec les opérateurs africains. Voilà, donc il a donc pris la décision de ne pas parvenir à la souveraineté économique. Vous entendez ce qui se passe au port, Camtel et Neo, tout ça. C'est-à-dire, les grandes puissances viennent c'est répartir votre gâteau. Vous voulez regarder comme si vous étiez des spectateurs, comme si on était dans un théâtre. Je tiens juste à rappeler que le président nigérien, Muhammadu Buhari, a tout récemment créé la surprise sur le continent en fermant ses frontières. Il a fermé les frontières. Absolument. Donc, plus rien n'entre. Et actuellement, tous les pays qui sont limitrophes au Nigeria sont en train de pleurer. Le Bénin en premier. Bon, moi, je m'étonne que le Cameroun... Moi, je m'étonne que le Cameroun, depuis, n'en parle pas. C'est comme si cette affaire-ci ne nous concerne pas. Non, on le fait, on est mort. Depuis 2013, le Nigeria nous avons quand même des accords bilatéraux avec le Nigeria qu'on peut dénoncer. Non, le problème c'est qu'on ne produit rien. Depuis 2013, le Nigeria est le premier partenaire économique du Cameroun en matière de produits manufacturés. Oui. Ça veut dire qu'eux, ils produisent, ils envoient. Vous envoyez quoi? Vous envoyez quoi? Vous ne pouvez pas. Ils vous disent, bon, venez donner, mais vous ne donnez rien. Il n'y a rien à donner. Mais un pays comme le Bénin, est en train de pleurer parce que le Bénin avait beaucoup d'échanges avec le Nigeria, beaucoup de produits partaient du Bénin pour le Nigeria. Je rappelle que justement le Nigeria était aussi la porte d'entrée pour un pays comme le Cameroun. Il y a beaucoup de commerçants camerounais je vous prends seulement qui le vont tissu, au Bénin, qui vont au Bénin. Le tissu béninois allait faire concurrence au tissu nigérien. Tout à fait. Donc je prends l'exemple du Bénin. Tout à fait. C'est pour corroborer ce que vous dites. Donc, au moins le Bénin donnait ne serait-ce que le tissu. Voilà. Allez rivaliser. Mais nous-mêmes le tissu, le chef de l'État lui-même commande le tissu en Chine. Donc le président Buhari s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de produits qui font concurrence aux produits nigérians, aux produits locaux. Il a dit qu'il ne veut plus ça. Il a estimé également qu'il y a beaucoup de produits de contrefaçon. Mais des mesures comme ça pour le Cameroun, il faut aller se référer, je ne sais pas à quand, pour qu'on prenne une décision comme ça. Pour qu'on interdise que n'importe quoi entre dans ce pays. À un moment donné, on doit pouvoir imposer aux gens que si vous voulez vendre chez nous, il faut au moins qu'il y ait un minimum de règles. Sinon, vous faites concurrence à ceux qui peuvent produire localement des choses. Et je rappelle que le président Buhari est parti d'un constat. Il a constaté que les Nigérians sont absents dans les secteurs importants du pays. Il a dit non, mieux je ferme. Là, les gens seront obligés de produire localement. Donc, ça part aussi par les mesures. Et c'est peut-être où on peut donner raison à un monsieur comme Penda Ekoka, qui dit qu'il y a un lien fort entre les institutions politiques et les institutions économiques. Ça veut dire que la situation politique peut, un bon leadership politique peut entraîner un leadership économique, pour parler simplement. Donc, il y a des choses à faire. Malheureusement, on ne les fait pas. Nous sommes dans la navigation à vue. C'est un peu comme ceux qui font qui jouent au Jambo. C'est-à-dire qu'on lance des numéros en espérant que ça tire gagnant après. Oui, le hasard, voilà. Dominique Audrey, votre vision. Oui, le président nigérien a impulsé une nouvelle donne. Mais au Cameroun, on ne peut malheureusement pas faire de transposition. Pourtant, si on fermait nos frontières à l'importation du riz, on aurait pu se retourner vers la Sèmerie qui a une autre riz noyée avec les inondations. Comment expliquer qu'on ait une usine qui nous produit du riz et qu'on n'en consomme pas? Moi, j'ai jamais mangé de riz camerounais et je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'en ai jamais rencontré. Alors que dans le pays, c'est possible qu'on le fasse. Aujourd'hui, même l'huile de palme, on importe. Donc, à tous les niveaux,
à tous les niveaux sur le plan de l'économie, tout est à refaire. Il faudrait peut-être qu'on bouscule un peu les choses. Aujourd'hui, on n'accompagne pas les producteurs. Moi, je vois dans d'autres pays où on fait des réunions avec les producteurs d'œufs, les producteurs de lait, les producteurs de scie. C'est un maillon important de la chaîne. Au Cameroun, on a des personnes qui font le poisson, qui, je ne sais pas comment on dit, qui élèvent les alevins. Mais on ne fait pas la promotion de ces personnes-là. On nous ramène généralement le poisson qui n'est même pas de bonne qualité. On nous vend le poisson pourri pour la plupart. Au Cameroun, moi, je suis surprise qu'avec les nombreuses plaintes qu'on fait sur le plan de l'économie, le ministère en charge de ce secteur-là ne fait pas... On entend juste, on a signé des conventions, machin, on a fait des trucs comme ça, mais on ne voit rien véritablement sur le terrain. Vous savez, le genre de sardines qu'on mange maintenant, les conserves qu'on nous rapporte aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un raconter que non, on prend, ou c'est quoi, on mélange et ça donne une forme bizarre. On mange tout et n'importe quoi aujourd'hui au Cameroun. Tout. Alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Oui, ce que vous développez, c'est la balance commerciale. Et je l'ai dit, au Cameroun, elle est déficitaire. Et c'est un vrai problème. Ça veut dire que nous achetons à l'extérieur plus qu'on ne vend à l'extérieur, pour parler comme au quartier. Donc, un pays comme ça ne peut pas fonctionner si on ne passe le temps qu'à consommer sans produire. Et c'est où, Boro Bengen a raison, les gens sont trop dans le tertiaire. On doit apprendre au Cameroun à nous impliquer dans le secteur secondaire. Mais là encore, on va ouvrir une grosse page, même un chapitre, même toute une encyclopédie, parce qu'il va falloir questionner la politique énergétique du Cameroun pour que les entreprises puissent se connecter justement à l'énergie électrique. Donc c'est ça, c'est tous ces points-là s'embriquent, et on voit très bien que politiquement, c'est politiquement que ça peut être débloqué, tout ça. Je commence à le penser moi aussi. Oui, allez-y, Karine. Monsieur Foupoussi, est-ce que vous avez remarqué que les plans de développement prévus au Cameroun sont toujours très longs? Soit c'est 10 ans, soit c'est 25 ans. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à l'horizon 2035. Ce qui ne laisse même pas une marge de compétitivité sur le terrain. Avant, on avait les plans quinquennaux. On savait qu'après 5 ans, on évalue, on voit si on peut refaire le même plan ou encore on peut changer pour aller dans notre secteur. On commence par l'agriculture, les 5 ans prochains, on part dans l'industrialisation, les 5 ans prochains, on va dans un autre secteur. Il n'y a pas ça au Cameroun. On fait toujours des plans qui sont trop globaux et qui rendent le développement difficile à la base. D'ailleurs, Christine Lagarde du FMI l'avait dit, on embrasse trop de choses en même temps. À la fois. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez qu'aucun de ces tissus-là n'est développé. Que ce soit le tissu industriel. Christine Lagarde, désormais patronne de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Oui. Que ce soit les plans sectoriels, que ce soit dans le thème de l'agriculture, que ce soit dans les transports, que ce soit dans, je sais pas, dans... comment est-ce que je vais appeler ça? Que ce soit même dans l'industrialisation, on n'en a pas. Notre tissu industriel est très faible. Depuis la baisse du coût de café, le Cameroun a arrêté d'être aussi compétitif au plan international. Parce que à la place de ce café ou du cacao, on n'a pas prévu de l'agriculture supplémentaire, l'agriculture qui va remplacer le cacao. Parce qu'on est resté là dans l'agriculture de consommation. Et tout ce qu'on produisait à la base, tel que la banane et autres, on vendait à l'extérieur. Et ce qu'on récupérait n'était que des produits finis et qui coûtent très cher. On nous fait croire que notre monnaie est une très très bonne monnaie. Et comment être compétitif à l'échelle internationale si vous n'avez pas une monnaie qui vous représente le mieux? Ça, c'est encore... D'ailleurs, c'est important de le savoir parce que hier était l'anniversaire de la naissance de Joseph Tchunjampoemi, celui qui a écrit le magnifique livre Monnaie, Servitude et Liberté. Il parlait justement du contrôle monétaire pour nos États, la nécessité. Très tôt, il avait compris qu'il fallait qu'il fallait sortir de ce franc CFA. Alors, surtout du FMI. Voilà. Alors, Chalamel. Monsieur Eric Foupoussi, une économie forte est une économie qui produit ce qu'elle consomme et exporte le surplus de sa consommation, de sa production à l'extérieur. Le reste, s'il faut le préciser comme ça. Au Cameroun, on augmente plutôt les dépenses pour générer des déficits qu'on financera par les trouvailles du siècle, l'emprunt obligataire et la hausse des impôts. Vous savez, aujourd'hui, c'est devenu le mot passe-partout. L'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, on parle de la hausse des impôts,
Sur quoi? Sur encore des produits, monsieur Eric Fopoussi, des produits importés. J'ai bien envie de poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a réellement fait avec la remise de la dette. Cette remise de la dette, qu'est-ce qu'on a réellement fait de cette remise de la dette? Je vois un bon box sourire. Je peux imaginer la réponse. Qu'est-ce qu'on a fait de l'octroi des licences 4G, 3G et 4G, monsieur Eric Fopoussi? Cela nous a amené où? Autant de questions. Regardons la situation, monsieur Eric Fopoussi, de ces différentes entreprises qui continuent perpétuellement à être sous perfusion du gouvernement. Camtel. Franchement, dites-moi, monsieur Eric Fopoussi, interrogeons-nous. Oui. Camtel, qui continue à rester sous perfusion du gouvernement. Il n'a même pas un statut bien défini. On ne sait pas si Camtel est concurrent ou fournisseur. Tout à fait. Restons dans le principe. Nous avons la SEMRI. On nous a parlé de 160 000, monsieur Eric Fopoussi, tonnes de riz qui sont bloqués, des sacs de riz abandonnés. Mais mon Dieu, on a bien envie de consommer cela. Prenons le cas de Camerco. Camerco aussi, monsieur Eric Fopoussi, qui est toujours sous perfusion. Et rien, même le cas de la Sonara. Jusqu'à ce jour, ça met les mains sur la tête et se dit, mais bon Dieu, où est-ce qu'on est en train d'aller? Je pense, monsieur Eric Fopoussi, qu'il faudrait qu'on passe par des mesures, qu'on empêche, qu'on commence par interdiction de l'importation des vêtements. Si on réduit l'importation des vêtements, vous savez que désormais, l'ambassadeur nigérian, depuis l'entrée de discuter avec le Cameroun, il propose des nouvelles versions de films futuristes que le Cameroun commence à consommer aussi, monsieur Eric Fopoussi. Entre-temps, est-ce que le Nigeria consomme ce qu'on fait au Cameroun? Mais ils sont déjà en train d'aller vers, d'exporter parce qu'il y a une surproduction dans le domaine culturel. Ils veulent déjà exporter. Si on décide de l'importation de tout ce qu'on a comme friperie, l'importation de tout ce qu'on a, monsieur Eric Fopoussi, comme engin de voiture, de tout ce qu'on a comme agroalimentaire, ça va faire en sorte que le textile camerounais, monsieur Eric Fopoussi, je crois que quand vous parlez du Bénin, Bombok a parlé du Bénin, mais au Bénin, on consomme plus le textile que ce qui vient d'ailleurs, monsieur Eric Fopoussi. Allez voir aujourd'hui, parce qu'ils sont en surproduction, ils cherchent les endroits, la preuve qu'il y a des boutiques, on ne commercialise que des tissus de ce côté-ci au Cameroun, un peu partout. Les gens sont tout. Donc, j'estime, monsieur Eric Fopoussi, qu'il faudrait qu'on mette en valeur. Nous avons dans nos villes des gars, des bottiers, monsieur Eric Fopoussi, appelons-les des bottiers. Mais pour que les gens comprennent, on va parler des cordonniers qui fabriquent de très beaux modèles de chaussures, tant pour femmes que pour hommes avec des tissus traditionnels. Il faudrait qu'on mette ces gens en valeur. Mais comme l'État, comme nos gouvernants n'ont pas ça dans la tête, on se retrouve aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi, à tout importer. Je l'avais dit ici qu'un pays où la douane se vante d'avoir fait des chiffres, il faut véritablement aller dans un asile de fous, se faire consulter pour savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la douane ne fait pas de chiffres, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque la douane commence à faire des chiffres, ça veut dire que les importations, et ça, ils peuvent se vanter d'avoir fait des milliards. On importe trop, monsieur Eric Fopoussi. Jusqu'au cure-dent, on importe. Ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir avoir une seule, avec tout le bois qu'on a, même les allumettes, avoir une seule usine qui peut nous produire sur le Cameroun. Et on dit qu'on va être compétitif. Mais non, on s'amuse, monsieur Eric Fopoussi. Jusqu'à l'eau salée, le glucosé, l'eau salée. On importe tout jusqu'au glucosé, monsieur Eric Fopoussi. Mais vous voulez qu'on parle? On parle d'une économie. On ne peut pas parler. On n'a pas une économie forte. Qu'est-ce qu'on exporte? En dehors du pétrole. Du pétrole qui, depuis ces derniers temps, chute. Est en train de chuter drastiquement, monsieur Eric Fopoussi. Parce que lorsque le pétrole et le bois auront chuté, on aura quoi? Oui. Alors, c'est intéressant parce que je voudrais encore parler de Mamadou Buhari du Nigeria parce que il fait l'objet de vives critiques de la part d'économistes qui estiment que cette mesure qu'il a prise n'est pas la bonne mesure. Il fait exactement ce qu'a fait Trump aux États-Unis avec la Chine. Donc, voilà comment le pouvoir politique influe sur l'activité économique et si on n'est pas assez vigilant, on va se rendre compte dans ce pays qu'on va se retrouver dans le gouffre s'il n'y a pas de politique économique bien définie comme il le faut pour permettre à tout le génie camerounais, parce qu'en termes de génie, le Cameroun ne manque pas de génie, le Cameroun ne manque pas de main d'œuvre, de personnes qui peuvent penser des entreprises, qui peuvent penser des choses technologiquement. Si vous permettez une seconde, ceux qui critiquent le président nigérian, ça veut dire qu'ils ne sont pas des économistes. Ou alors ne savent pas ce que c'est. La mondialisation, ce que vous appelez consensus de Washington, ce terme de John Williamson, vice-président et économiste en chef de la Banque mondiale, a été récupéré par deux personnes, Madame Margaret Thatcher, à l'époque Premier ministre britannique, et Ronald Reagan. C'est eux qui ont commencé par dire la globalisation. Mitterrand et Helmut Kohl ont suivi. Il était question pour ces hommes politiques
de faire retirer l'influence des pays en faisant la promotion des multinationales. Donc, s'ils le savent, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas les 10 points du consensus de Washington. D'accord. On va s'arrêter là pour cette première partie ce matin, madame, monsieur. Restez avec nous. Petite pause et la deuxième partie juste derrière. On va dire avoir les éléments constitutifs de l'infraction de l'outrage à la tribu. C'est là toute la grande question et beaucoup estiment qu'on aurait pu faire autrement. On va essayer de balader évidemment la parole sur le plateau pour qu'on en tire la substantifique morale. Alors Boro Bengan, comment vous accueillez ce changement? Ce changement est dans l'embrouillamini total. Ça ne sert à rien. Rien, je dis bien rien. Comment ça, Bombo? Mais parce que ça ne servira à rien. Parce que ça ne servira à rien. Ce code pénal vient encore ajouter. La loi, vous nous avez dit ça ici, et on m'a dit que vous aviez raison, que la loi régule les rapports dans la société. Bon, quand vous voulez donc réguler les rapports dans la société, qui va saisir? Ce sont les magistrats, les juges d'instruction, les procureurs de la République. D'autres porteront plainte aussi. Ah, d'accord. Moi, je vais porter plainte lorsque quelqu'un va dire que l'ethnie en latin est supérieure à tel autre. Moi qui suis nul l'une, nul dans l'autre, comme citoyen, je peux aller saisir la justice en disant que le citoyen lambda a dit quand on était en réunion que et après le juge va me dire mais vous pouvez prouver ça. Et oui, on vous connaît, vous venez bien, vous dites souvent la vérité. Dites-nous alors comment vous avez prouvé ça. Bon, c'est grave parce que justement, je posais la question à quelqu'un. Je disais que si tu arrives dans un commissariat et que l'officier de police te lance une parole qui est attribuée, comment tu prouves qu'il t'a fait outrage à la tribu? Voilà. Comment on prouve ça? Donc je vous dis, ce code pénal, je pense qu'on doit porter plainte contre ce code pénal. On refait ça. D'abord, contre l'article... Contre M. Laurent Esso, je vous l'avais dit, c'est lui qui l'avait amené ici. Il dit qu'un prétendant peut porter plainte contre son beau-père. Donc on peut me mettre, moi, Bengan, en prison. Et épouser ma fille. Parce que quelqu'un a prétendu que je ne dois pas lui demander de m'apporter 5 chèvres. Et dit une d'huile. Il estime que c'est exagéré. Il porte plainte contre moi. Il me met en prison et il épouse ma fille. C'est ce que vous appelez régulation sociale? Non, mais il faut être sérieux. Donc, il faut être sérieux. Nous tous, nous condamnons le tribalisme. Oui. Première chose, c'est un problème national. J'aime rappeler le livre de Mokoko Priso et Lingabouinga en 1989 chez l'Harmattan. Tribalisme au problème national en Afrique, le cas du Cameroun. Il est bien établi que c'est un problème national. D'abord, ça a été commencé à être rendu public par Oumnioba en 1951 à Kumba. Et ça ne fait que perdurer. Il faudrait donc qu'il y ait des assises pour redéfinir qu'est-ce qu'on appelle nation, nationalité. Charles Hamel aime le rappeler ici avec raison. Les royaumes ont précédé la République. Comment on intègre nos nationalités dans la République? Donc, ça doit être une loi à part qui a d'abord un rôle d'éducation. Un rôle d'éducation. Et bon, la loi régule. Ça ne peut pas réguler là. Ils vont nous amener là dans des... ça va embarrasser même les magistrats. Comment embarrasser? Il parle de discours haineux. Je pense que c'est ça qu'il faut. Oui, il y en a à caractère tribal. Il y en a honnête. Ça veut dire que ceux qui les insultent, les injures, les invectives, je veux dire que l'infraction en elle-même est claire. Discours haineux. Les injures sont interdites dans cette loi du Cameroun depuis 1960. Maintenant, à caractère tribal, maintenant, on va... Voilà, mais au Cameroun, vous avez déjà entendu combien de fois on dit mouf, ta mère, du tout. Mais je pense que c'est même devenu comme un refrain. Quand on te dit ta mère pond, chien vert, chien vert. Bon, attends, on s'en est accommodé au point où on commence même à rire. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça. D'abord, qui va rester en justice? Il y a plein de choses qui passent au net. Les gars font leur post. Il est à, je ne sais pas moi, il est à Kuala Lumpur. Il fait ses posts qui circulent dans le monde entier. Nous avons une loi qui va entrer dans le net et aller là-bas en Indonésie
dire là-bas que bon, on a notre citoyen qui a fait ceci. Il y en a aux États-Unis. Bon, écoute, non, je vous dis, le renouveau nous embête. C'est la même chose que nous embête. Il faut protéger les minorités. Oui, il faut protéger les minorités, comment ils ont appelé ça, les allogènes, et avec la protection des minorités. Qui est allogène, qui est autochtone? Donc voilà des choses. Nous sommes là à l'éducation, à la citoyenneté. Donc pour vous, parce que quand on vous écoute ce matin, ça tranche ça énerve. Vraiment avec tout ce, avec on va dire le soulagement, l'enthousiasme qu'a créé ce projet de loi. Quand on vous écoute, vous venez déconstruire complètement une initiative. Il faut aller au-delà du sensationnalisme. On condamne le vol, mais chaque fois on libère le voleur. Oui. On condamne les agressions. Ici à Makaya, quelqu'un dit devant les officiers de police judiciaire, vous nous avez fait arrêter, on revient. La semaine qui suit, ils reviennent. Même le chef de quartier Makaya commence à se cacher. Donc voilà, mais or, on les a pris, la main dans le sac, on les a remis à la gendarmerie, qui les a emmenés. Après enquête, ils sont revenus. Et le vol continue. Donc, on veut réguler quoi? Donc, vous êtes sûr, parce que justement, j'écoutais ce matin un anthropologue qui parlait justement qu'au lieu de faire un travail comme on l'a fait, une loi aurait permis de définir absolument les termes, parce qu'il disait qu'au Cameroun, on parle de 250 ethnies. En réalité, il parle de moins de 100 ethnies au Cameroun. Oui, mais c'est moins de 100. Et il disait que c'est parce que les documents parlent de langues différentes, que forcément ce sont des ethnies à part entière. Il faut aller étudier. Et il expliquait par exemple qu'à Fongondeng, dans la Menoie à l'ouest du Cameroun, que les Fongondeng justement sont des Bassa, parce qu'il y a les Ngondeng en pays Bassa. Il expliquait justement que là-bas, il expliquait un certain nombre de choses. Donc il disait que finalement, on va se retrouver où des gens vont par exemple insulter quelqu'un en pensant qu'il insulte une tribu, et pourtant il s'insulte lui-même. Donc il disait qu'il y a un travail justement d'éducation à faire au Cameroun. Je termine par là. J'ai tenu une conférence comme ça, je pense, ces 2 derniers jours. Même les anthropologues qui enseignent, ils vous disent, j'étais avec les Bakok, je leur ai dit non. La composante Bassa, en général, a ce qu'on appelle le Mbene, le Bakoko, ou alors le Logompo et les Bati. Mais maintenant, quand quelqu'un va parler Basso, Bakoko va penser qu'il a une tribu. Il va penser, voilà des énormités qu'on développe. Et que les gens font même des productions intellectuelles au-dessus. Alors que le peuple Bassa, c'est ce peuple qui englobe tout ça. Et à bien regarder, il y a même des mots dedans. Mais quand je l'ai dit à un moment, ils ont commencé à dire que mais ça veut dire que je commence à assimiler tout le monde. Or, c'est ça la réalité. Et vous remontez l'arbre généalogique de cet anthropologue que vous avez rencontré, il a raison. Si vous remontez l'arbre généalogique de certains regroupements dits ethniques aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, en fait, il n'y a pas plus de 20 ethnies. Lui parle même de 100. Je vous dis qu'il n'y a pas plus de 20. Donc là, c'est un problème d'éducation qu'il faut faire. Et là, le renouveau vient prendre les conséquences et penser D'accord. Ok. Chalamel, sur cette question. Monsieur Rifopoussi, je partage le point de vue de Bobo. Je partage et je vous le dis très simplement. À quel niveau? Ou depuis que la mise en place de l'article 241, on a déjà puni qui pour outrage à religion et outrage à race. D'abord, on faisait ça à race comme ce Cameroun. Voyez vous-même, monsieur Rifopoussi, il voyait que cet article vient se diluer. L'article 1 se dilue dans l'article en lui-même. Donc finalement, on a fait ça. Et vous voyez, de tout ce qu'ils ont discuté à l'Assemblée nationale, c'est la seule chose qu'on a filmé, on a mis sur les réseaux sociaux pour dire allons tester, on voit ce qu'on va faire. Et vous avez des députés qui vont voter ça. Ça ne sert à rien, monsieur Rifopoussi. C'est de l'amusement. On devait faire un article plein et définir, monsieur Rifopoussi, ce qu'on entend véritablement par tribalisme. Quand est-ce qu'il y a lieu de tribalisme? Qu'est-ce que la personne... Parce que si on ne le fait pas, monsieur Rifopoussi, vous savez combien par jour on lance dans les marchés salle Bamileke, comment on lance par jour salle X, salle Y, monsieur Rifopoussi, Tontina, Sardina, regardez jusqu'où les vidéos, prenez les vidéos de ces 2 derniers jours, regardez les propos qui sont tenus à travers les vidéos. Je suppose que n'importe qui peut rester en justice, monsieur Rifopoussi. Il faudrait que ça soit défini. Il faudrait véritablement que ce soit défini. Mais hélas,
hélas. Alors, non, mais moi, je Là, veux on juste, s'amuse. avant que Dominique Audrey ne prenne la parole, quand même, on doit interroger nos parlementaires, les députés. Quand même, ça devient insupportable. Ces gens sont devenus des caisses d'enregistrement. Il n'y a pas de... ils ne changent rien du tout. Ils votent les textes, ça arrive là. On fait un semblant de discussion. Aucun amendement qui arrive. Rien du tout. Ils ont arrivent, quel âge? tout est voté. Ils Non, ont mais quel âge d'abord, Non, monsieur mais Foucault? ça, Et ça fait surtout mal. Ils ont quel âge? Ils sont pris dans les plus des investitures. Ils n'ont même pas La dit. seule fois où ces gens, Fatigué. la seule fois où ces gens ont levé la tête face à l'exécutif, c'est quand ils voulaient qu'on augmente leur salaire. Voilà. Oui, oui, Ils voulaient que ça passe de 900 000 à 1 300 000. Ils se sont Et les isolés. micro-projets. Oui, les micro-projets, ils disaient que c'est trop petit. Vous voyez, les gens, ils disent que c'est petit. C'est pourquoi ils disent qu'ils ne réalisent pas les projets, parce qu'ils estiment que les 40 millions qu'on donne sur 5 ans, c'est vraiment trop petit. C'est trop dérisoire par rapport à ce qu'ils gagnent. Quand vous voyez les avantages des services que ces personnes-là ont, vous posez la question, comment les gens comme ça, qui sont grassement payés par l'argent du contribuable camerounais, peuvent laisser passer. J'ai vu, par exemple, je prends l'exemple de la France, j'ai vu Marlène Schiappa, quand il fallait qu'elle travaille sur cette fameuse loi en France sur les jeunes filles de 15 ans qui doivent avoir consenti des rapports sexuels là. Mais ça fait l'objet d'un débat pendant des mois. Elle a rencontré les syndicats, les enseignants, l'éducation, les religieux. Voilà. C'est ce qu'on devait faire. Un ministre doit porter cette loi-là, rencontrer les bobos comme ça pour dire qu'en fait, le tribalisme, c'est quoi, la tribu, c'est quoi, les anthropologues, tout ça pour qu'on... Mais dans ce pays, on fait tout à la va-vite. Les gens sont paresseux, personne ne veut travailler. Les gens ne pensent qu'à l'heure de... Non, mais franchement, quelqu'un a dit, être Camerounais est un métier, et je commence à croire à ça. Et surtout ces sessions Oui. où ils sont là, chacun veut être investi, pour dire, ils ne vont même pas regarder ça. Je veux dire Quand ils vont dire adopted. Ouais, bon, dans le voilà. drapeau, dans le- Parce que le débat qu'on a sur ce plateau, Non, ils vont pas. le débat qu'on a sur ce plateau ce matin, c'est un débat qu'on aurait pu avoir il y a un an. Un membre du gouvernement aurait pris la parole, une conférence de presse, dit je prépare une loi sur telle chose. Nous en débattons dans les médias, dans les espaces publics. On trouve un consensus et puis on légifère Monsieur tranquillement. si Oui. je vous appelle Sardina, ou je vous appelle Tontina, c'est une insulte à la tribu? Justement, c'est un propos haineux? peut-être, mais c'est intriguant, ça peut faire mal à Non, quelqu'un, ça peut toucher. Oui, mais ça peut c'est toucher quand on te quelqu'un. dit ta mère pond. Voilà. On t'insulte. Mais c'est justement. Est-ce que c'est une injure à la race? Est-ce que c'est haineux? Est-ce que c'est haineux? Non. Tontina, c'est haineux? Mais ça fait mal. Pourquoi ça Mais fait ça fait mal. Est-ce que vous pouvez me porter plainte pour Parce que- propos haineux et... Je ne peux pas prouver que c'est haineux. Parce qu'il n'y a rien. C'est donc un problème d'éducation. Il faut une loi spécifique qui D'accord. énonce un certain nombre Oui, de Dominique choses. Audrey. Lorsque j'ai entendu parler de ça, ça m'a rappelé les messages que le Minpostel nous envoyait à une époque. Jusqu'ici, on n'a jamais entendu dire qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il avait parlé un genre sur Facebook ou bien qu'il avait publié un L'année truc dernière. bizarre, oui. Bon, maintenant, cette loi s'accompagne de quoi? En réalité, moi je ne sais pas si ça part vraiment de l'intention de mettre fin à certains discours qu'on voit sur la toile ou bien qu'on entend, mais je me dis aussi que peut-être c'est par rapport aux échéances électorales à venir. Et tous les jours ici on se plaint, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que vous faites, est-ce qu'ils travaillent pas? Voilà donc le travail. On va faire ça et on va voter. Vous dites tous les jours qu'on ne travaille pas, on ne fait rien, on est dans des bureaux. Oh que non, on travaille. Moi ce que je veux dire c'est que la plupart des personnes et des personnalités qui ont des discours irrévérencieux, condescendants et même à caractère tribaliste sur la toile, qui sont au Cameroun, on les connaît. Pour qu'on prenne vraiment la mesure, pour qu'on voit le sérieux de cette loi, commencer par interpeller ou inquiéter ces personnes-là, on verra vraiment que c'est vrai. Parce que honnêtement, si on se regarde dans les yeux, Monsieur Fopoussi, on sait qui parle comment des Bamileke, des Beti, des Bamoun et autres. On sait.
Donc, commencez par inquiéter ces personnes-là et on verra le sérieux. Alors, il y a quelque chose qui est quand même intéressant et je pense que c'est... je voudrais qu'on partage ça avec vous et vous me direz ce que vous en pensez. C'est quelqu'un qui dit, il y a une différence notoire entre le discours haineux et le tribalisme. Il faut bien savoir que le Parlement veut pénaliser le discours haineux et peut prendre plusieurs formes. Par exemple, que les cochons n'accéderont jamais au pouvoir. Il n'y a rien de tribal dans cette phrase, mais c'est stigmatisant et ça vise une communauté. C'est ce qu'il signale. C'est un discours de... C'est un discours il dit bien que non, ça stigmatise la communauté qui ont pour emblème ou pour totem le cochon. Oh là là. Laissez-moi terminer et vous allez réagir. Oh là là, laissez-moi terminer. Il dit bien ceci. Il dit le Parlement qui veut pénaliser le discours haineux. Ce discours haineux peut prendre plusieurs formes, par exemple, que les cochons n'accéderont jamais au pouvoir. Il n'y a rien de tribal dans cette affaire, dans cette phrase, c'est ce qu'il dit. Mais c'est stigmatisant et ça vise une communauté. Il dit, c'est un discours de haine, dit-il, n'est-ce pas? Après, il dit, par contre, un Bamileke n'accédera jamais au pouvoir. Voici un discours tribal qui stigmatise, dit-il, qui stigmatise une ethnie. C'est en réalité la loi contre l'exclusion sociale qu'il fallait mettre en avant, dans lequel on définit les mots tels que le tribalisme, rejet social, propos haineux, tentative de génocide, appel au génocide, stigmatisation communautaire, et on leur donne un contenu, une signification avec des modes opératoires de sanction qui vaillent en fonction de la gravité de la définition et de l'incidence qu'il peut créer. Écoutez jusqu'à la fin, quand même. C'est ce qu'il dit. C'est qu'il faut faire des nuances. C'est qu'il dit est tout à fait clair. C'est une loi spécifique qu'il nous faut. Oui. Et on va justement donner un titre à cette loi. Et on ne va pas dire lutte contre le tribalisme, en fait. C'est justement, moi je partage son point de vue. Voilà. Contre l'exclusion sociale et autres. Oui. Donc, voilà, je pense que Charabel avait commencé. Vous savez que les Camerounais sont champions de contournement. Oui. Parce que quand vous disiez qu'un cochon ne va céder, on sait. Non, est-ce que c'est l'ethnie qui a pour emblème le cochon? Lorsqu'on une communauté, c'est quelle communauté? C'est lui qui dit. Non, mais je prends cet exemple, je m'accroche sur cet exemple. Non, lui dit que ça là ne peut pas être pris par la loi telle qu'elle est actuellement votée. C'est ce qu'il dit. Il dit que c'est un discours de haine, mais c'est pas tribal. C'est ce qu'il dit. Donc, il corrobore ce que vous dites, Jalabel. Donc, il n'est pas contre ce que vous dites. Il est d'accord avec vous. Personne ne sera inquiété parce qu'on sait que personne ne va dire les Bamileke directement. Voilà. Donc, les gens vont dire sale cochon, sale porc, voilà, sale tête ou bien grosse tête. Bref, les gens vont dire ou bien mouton. Et on va dire mouton. Et on va pas. Donc, en fait, c'est qu'ils disent, il parle de. Il dit qu'il faut définir les termes. Et je pense que c'est un travail qu'on aurait pu faire si on avait un gouvernement qui tourne un peu sérieux. On aurait pu faire un débat pendant des mois et des mois sur cette notion-là et on aurait sorti quelque chose d'assez consensuel. Malheureusement, chez nous, le consensus n'est pas la chose du bon la mieux partagée. Donc, voilà, c'est la dictature tous azimuts. Alors, on va terminer votre revue des réseaux sociaux, Karine. On va parler des tracasseries administratives et cette fois dans le processus de composition des dossiers de candidature pour les prochaines élections municipales et législatives. Plusieurs candidats se plaignent sur la toile, les partis politiques, que ce soit le PCRN de Cabral Libye ou encore le MRC de Maurice Kamto. La plupart ont rencontré des difficultés auprès des sous-préfectures pour l'établissement de certains documents. Alors, c'est que ce pays, être Camerounais est un métier. Alors, je le dis parce que on se rend compte que pour des choses aussi claires, pour la composition des dossiers, je rappelle que hier, j'ai passé toute la nuit d'hier, une bonne partie de la journée d'hier, pardon, jusqu'à 22h. Je suis allé à la sous-préfecture de Douala 3e rencontrer monsieur le sous-préfet de Douala 3e, monsieur Aïssi Vogo Laurent Victor, nouvellement arrivé là. Et on a beaucoup discuté sur cette polémique avec les sous-préfets. Bon, il faut qu'on comprenne, hein, il y a là-dessus, je ne sais pas, une incompréhension ou simplement, je ne sais pas, une rigueur qu'on voudrait imposer. Sur le certificat de domicile qui est demandé par le code électoral, c'est une pièce constitutive pour faire son dossier si on veut conseiller municipal. Alors, il semble que on est en train de repousser les gens qui viennent faire les certificats de domicile parce qu'ils n'ont pas les justificatifs. Alors, d'aucuns estiment, et comme le sous-préfet de la 3e me dit que
il faut ce qu'il demande pour prouver que vous êtes, par exemple, un résident de Douala, 3e. Il veut au moins que vous lui fournissiez soit un contrat de bail qui montre que vous êtes là-bas, c'est ce qu'il demande, un contrat de bail depuis au moins 6 mois, ou si vous êtes plutôt sur le domicile d'origine, comme le prévoit parce que le texte dit il faut fournir il faut le domicile d'origine ou le certificat de résidence. Et donc il dit il faut fournir au moins le titre foncier de la maison de votre père et ensuite montrer que c'est vraiment votre père, donc par votre acte de naissance, d'autres pièces qui va avec. Il dit que personne ne vient avec ça. Et les gens veulent que lui, il signe les certificats de domicile. Ils trouvent que lui, il ne peut pas faire des choses qu'après, ça peut le rattraper. Imaginez que ce candidat-là, par la suite, parce qu'il me signale que, par exemple, à la mairie Douala 3e, il y a un problème. Plus la moitié du conseil municipal, ils sont 61, le conseil municipal ne réside pas à Douala 3e. Et il dit que cette mesure a été prise justement pour lutter contre les gens qui sont élus dans les endroits, mais n'y résident pas ou bien ne sont pas là. On ne les voit jamais, mais pourtant ils sont conseillers municipaux dans ces endroits. Donc, je l'ai écouté un tout petit peu, mais sauf que quand j'écoute aussi les partis politiques, je me rends compte aussi que là encore c'est plus compliqué parce qu'ils vous disent, c'est qu'il y a une situation économique du Cameroun, sociale qu'il faut prendre en compte, notamment le fait qu'un titre foncier, c'est pas facile d'avoir, le fait que les gens vivent dans les il y a des zones où on ne délivre même pas de titres fonciers. Dites à monsieur le sous-préfet qu'il dérange. Comme vous l'avez pris, celui de Douala 3e, je le mets au défi de me prouver que les habitants de Nkongi, de la zone de Ndopassi, Recasement et tout, ont des titres fonciers. Je le mets au défi. Or, ils habitent. Il y en a dont les parents ont construit des maisons. Il y en a qui sont décédés, d'autres sont partis à la retraite au village. Les enfants restent là. Les parents ont pris les abonnements d'eau, d'électricité en leur nom. Les enfants habitent là. Ils vont prouver comment. Il est simple, monsieur le sous-préfet. Vous avez les chefs de quartier qui ont les chefs de bloc. L'administration, vous nous dites qu'elle est continue et elle est écrite. Ça veut donc dire que maintenant, vos chefs de bloc et vos chefs de quartier, leur information ne fait plus foi. C'est ce qu'il veut dire là. Donc, je ne sais pas, même Nebel, personne n'a de titre foncier à Nebel. Douala 2e. Oui, à Douala 2e. Je pense même en Commando aussi. Bon, tous les gens qui y sont, ils vont prouver comment. Donc, il n'y a pas, c'est aussi simple que ça, monsieur l'autorité administrative. Les chefs de quartier, dites-leur seulement de ne pas prendre l'argent. De ne pas, parce que là aussi, c'est un système d'escroquerie qu'on va installer là. Le chef de bloc pour prouver que, pour prouver que Mbombok habite derrière les rails de Lobaba. Le chef de bloc va me demander 15 000. Pour le chef de quartier va me demander 25 000. Dites-leur que c'est gratuit. Maintenant, je peux moi-même le vérifier. Non, oui. D'accord. C'est aussi simple. Il n'y a pas à venir prouver quoi que ce soit. Parce que même la filiation, on ne fait pas les faux actes de naissance. Les faux actes de... Non, c'est vraiment... Vous avez les chefs de quartier, les chefs de bloc. Ils vous remontent l'information, si vous voulez. Ça vous permettra même de savoir qui habite dans votre unité administrative. Il y a plein d'étrangers, il y a l'insécurité et tout ça. Donc ça, vraiment, ce n'est pas... Vous comprenez que sur cette question, quand même, non, il y a une incompréhension. Il n'y a pas d'incompréhension. Il n'a pas à faire la loi, il a appliqué la loi. Maintenant, dans l'application de la loi, il essaie, il regarde, il y a la loi, à la lettre, il y a l'esprit. Et lui, le sous-préfet, il a les moyens de sa politique pour savoir si Mbengan habite vraiment après les rails là, de Lobaba, ou bien s'il est à Niala Château, ou je ne sais pas, c'est pas possible. Donc, il n'y a rien. Or, c'est les mêmes chefs de bloc et les mêmes chefs de quartier qui lui donnent souvent l'information en disant Mbombok là, il est militant de sécessionniste. Le gars là, mais à ce moment, je vais dire, voilà, l'autorité administrative a été mise au courant depuis toujours. Voilà, on vient m'arrêter Mbombok en le soupçonnant de terroristes, de sécessionnistes ou de tout cela.
Il Alors, peut utiliser les mêmes moyens. J'aimerais partager avec vous l'article 46, alinéa 1, justement, qui est querellé du code électoral. Chalabel, et vous allez rebondir, peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résidant effectivement dans la dite commune depuis au moins 6 mois. Mais chérie, il faut vraiment... Ces gens-là dérangent. C'est le code électoral. Non, qu'ils dérangent, monsieur il faut pousser. Quand on a eu les observateurs, les autres ont eu la possibilité de se rassurer que c'était des vrais observateurs internationaux, monsieur il faut pousser. Il faut pas qu'on joue à ce jeu. Et c'est là où ce pays, finalement, monsieur il faut pousser, donne le tournis. Actuellement, on est en train de mettre ça. C'est le rôle des chefs de bloc. Les chefs de bloc procèdent à l'enregistrement. À l'enregistrement des personnes qui s'installent et rendent compte aux chefs de quartier qui rendent compte que dans notre quartier, on a tel nombre de personnes, nous avons X, nous avons Y, nous avons Z de personnes, nous avons 3 unités de MNC qui sont nées, 4 unités du PC qui sont nées, on a 6, on a cela. Mais oui, monsieur, il faut pousser sur le rôle. Ils rendent compte. Donc, on connaît si vous êtes de ce quartier ou pas, monsieur Eric Fopoussi. C'est connaître sur le rôle des chefs de bloc qui procèdent au recensement de leur population. Quand vous avez demandé souvent un centre de santé, on procède comment? Donc, lorsqu'il faut faire des descentes, en arrivant, il connaît déjà que cette zone-ci, c'est une zone X ou Y. Et vous allez voir, ils adaptent toujours les discours par rapport aux populations d'une certaine zone. Ça sort d'où c'est les chefs de bloc. Donc, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'on est en train d'aller, on se rend compte que les enjeux sont sérieux. Il faut mettre en place des mécanismes pour dissuader, décourager et même, monsieur, il faut pousser, éjecter certaines personnes. Non, les règles, c'est pour les maires. Et c'est facile d'avoir un titre de propriété foncière, monsieur, il faut pousser aujourd'hui. C'est très facile. Nous avons des gens qui résident. On a même des maires, jusqu'aujourd'hui, dans les deux camps, dans le camp d'en face, on a des maires qui ne résident pas dans la commune. Allah Yabassi. Et de deux, Charles, Allah Yabassi. Je ne vous coupe pas. Moi, je prends toujours le cas de Douala 3. Quelqu'un est né en Congi, que le monsieur le sous-préfet connaît. Parce que c'est une zone enclavée. Il travaille là au cadre maintenant. La maison de papa est là. Il habite Bonapriso. C'est ça le domicile d'origine, hein? Oui, il a domicile d'origine là-bas en Congi, où il n'y a pas de titre foncier. Il habite Bonapriso. Qu'est-ce qui l'empêche d'être conseiller municipal à la Douala 3e? Douala 3e. Donc, monsieur, il faut qu'est-ce qui l'empêche? Donc, c'est pas un problème. Donc, bon, on peut imaginer que comme il vient d'arriver, qu'il a rencontré et qu'il a remplacé l'ancien sous-préfet, devenu préfet, monsieur Non, c'est Moubelo. l'idée qu'il t'emballe. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Dans les 360 sous-préfets, je pense qu'ils sont nombreux. C'est la raison pour laquelle Aïbonnet, on ne voit pas monsieur. Je suis sûr que c'est collègue. Là, c'est la mairie. Alors, bon. C'est ça qu'on a nominé. Non, je parle des extraits, même les extraits. C'est la raison pour laquelle même les maires disparaissent. Monsieur, oui, bien sûr. Oui. Dans tous les autres, les maires disparaissent, ils ne veulent pas établir. Je pense que c'est pour cela qu'on a fait les récentes nominations. C'était pour viser notamment ce processus de... Mais il faut avouer que l'heure est grave parce que, écoutez, vous savez que les partis politiques, pour une grande commune comme celle de Douala 3e, c'est 61 conseillers municipaux. Hein, vous savez ça. Oui. Alors, j'étais surpris. Imaginez que pour un seul parti, vous imaginez 61. S'il y a 10 partis, c'est au moins 610. Mais sauf que je suis désolé, je suis arrivé il m'a montré la pile des documents, des certificats de domicile qu'il a signés depuis lundi. Il n'y a que 6 dedans. 6. Et on a 10 jours de la fermeture. Il n'y a que 6 qui sont signés. Qui sont signés 6. PADEC, il n'y a PADEC. Non, moi, je n'ai pas voulu. Regarder. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas venue? Il n'y a pas les partis. On ne peut pas la reconnaître. 6, tout ce qu'il a signé jusqu'à lundi. Il vous embrouille. Non, mais jusqu'à ce qu'il a... Il sait que les partis politiques sont encore au niveau des réunions. Il y en a qui sont dans les coalitions, il y en a qui sont dans les investitures ou les primaires et tout. Non, il a jusqu'au 25 à 23h59. Ce n'est qu'il les laisse. Et dans de deux, il sait aussi qu'il doit rester là en période électorale jusqu'à 7h là. C'est-à-dire 23h, même les samedis et dimanches. Non, mais... Oui, il y est tous les jours. Hein. Oui, mais c'est ça, qu'il nous regarde. Monsieur le sous-préfet, vous savez bien que vous devez rester au bureau jusqu'à 23h59. Juste le jour où, voilà, tout à fait. D'accord. Dominique Audrey, vous y voyez aussi... Donc on ne vient pas à 16h en disant que les services publics ferment à 15h30. Non, en période électorale, ce n'est pas faisable. C'est pour ça que même le timbre, on ne met pas dedans. Dominique.
Bah, moi, je vois quelqu'un qui arrive tout fraîchement et qui essaye de faire la loi comme Père Bambok a dit. Moi, je me demande... Est-ce que c'est uniquement peut-être, lui passé? il Non, va- il y a pas pour que le là. moment, Oui, parce que là, on est pas la concentré loi. sur le Il sous-préfet a de Douala, fait alors que ce n'est pas lui le problème. Hein. Faut pas qu'on mette ça sur lui, c'est tous les Non, sous-préfets. c'est lui qui a donné une déclaration. Non. Ah, d'accord, ouais. Donc, voilà, avec son Ce n'est pas ami, la sous-préfecture. Non, nous, on s'en tient à ce que M. Fopossi Negou. Non, j'avoue mais il faut non que, plus j'avoue faire que c'est un sous-préfet très accueillant. Ouais, Voilà. absolument. Oui, J'avoue parce que- qu'on Il reste ne peut sur- pas être accueillant, monsieur Être Fopossi. accueillant, c'est Il une ne chose. peut pas ne pas être accueillant. Non, C'est normal. Non, mais j'ai parfois côtoyé les autorités administratives. Hein. Lui. Oui, il y en a qui vous, j'aime parfois- il vous fait sécher 3 heures. Voilà. Donc, non, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut avouer que dans d'autres sous-préfectures, c'est différent. Il y a des sous-préfets qui ne compliquent pas autant. Hein. Il faut l'avouer. Eux, dès qu'ils arrivent, c'est comme Mbora dit, c'est-à-dire qu'il sait que son chef de bloc a comptabilisé tant, il sait que les chefs de quartier ont fait ci, il sait. Donc lui, il n'est pas là pour savoir si vous avez le titre foncier, si vous avez un contrat valablement. Parce que ce qui est intéressant encore, c'est qu'on vous demande un contrat et on vous demande que si votre bailleur a payé d'abord, a payé la redevance, la foncière là-dedans. Donc ça veut dire que si vous avez un bailleur Vous qui devez connaître comment il fait. ne paye pas les impôts, c'est compliqué. Vous perdez d'avance. Oui, donc c'est ça le Comment problème. On fait donc, Oui. on fait donc dans cette situation. Si moi, je viens d'arriver dans un quartier, ça fait 3 mois, et j'ai pas encore fait 6 mois, je Non, ne vous peux pouvez pas. Vous pouvez pas. Et le cas donc que... Non, vous pouvez montrer votre ancien bail dans le même quartier. Si vous avez un Dans le ancien même bail. quartier? Oui, dans le même quartier, vous avez vécu dans le même quartier. Moi, vous avez un ancien bail. je vois simplement un désir d'évincer le plus de monde possible. Hein. Le Et plus. rester en Parce que commun- si on est sûr de ses positions, si on est sûr de pouvoir remporter, moi, je ne vois pas pourquoi on ne va pas même favoriser. Hein. C'est l'occasion de montrer aux yeux du monde que c'est possible qu'on le fasse. Donc, qu'on facilite les signatures. Sinon, auquel cas, on va se retrouver avec encore d'autres problèmes. D'accord. Alors, bon, l'autre problème aussi, c'est que, l'autre polémique, c'est que vous savez, quand on disait un gouvernement sérieux, on ne croyait pas si bien le dire. Est-ce que vous savez qu'en 2012, on a promulgué le code électoral du Cameroun? 2 fois, même année. Voilà, même année. Alors, en 2012, là, on disait quoi? On disait qu'il fallait que les candidats aux municipalités produisent les certificats d'imposition ou de non-imposition. Entre-temps, en 2015, les finances 2015 a changé le terme qui était jusqu'alors et a parlé plutôt de attestation de non-redevance. Alors, actuellement, donc, il y a cette polémique jusqu'à ce que l'administration fiscale a dû recadrer et les CAM en disant que nous, ici, ce que nous délivrons, la seule pièce que nous délivrons, c'est attestation de non-redevance. Vos certificats d'imposition, non-imposition, nous ne connaissons pas nous ça ici. Donc, voyez comment l'État fonctionne. Chacun de son côté fait sa part sans se rendre compte que l'autre doit pouvoir s'en rendre compte. Voilà, Oui. c'est l'incohésion de l'action gouvernementale. Et quand ça vient des services publics, c'est très grave. Ça veut dire que les conseils de cabinet du Premier ministre le dernier jeudi ne servent à rien. Ça veut dire que les agents publics, ils sont là, chaque administration fait sa part de travail, sans savoir qu'il y a les implications au sein des autres. Et c'est très dangereux. Justement, que ce soit Elekam qui dit, comme la loi a dit, non d'imposition et imposition, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que l'esprit de la loi recommande? On ne doit pas être redevable devant l'administration fiscale. C'est ce qu'on recherche. Et chaque fois qu'il y a les évolutions, des changements de langage, on l'intègre comme tel jusqu'à ce que la loi change de dénomination. Donc, c'est l'esprit qui devrait compter ici. Je veux dire pour cette loi-là. Tout à fait. Mais malheureusement, il n'en tient pas compte. Même en 2012. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'administration fiscale qui veut aussi un peu trop faire un peu son intéressant? Je veux dire qu'à un moment donné, ils avaient une façon de faire, qu'on continue à le faire, comme ça se faisait avant, les certificats d'imposition et non-imposition, et puis basta, c'est terminé. Non, l'administration fiscale, ça rime vite aux données de l'OHADA. Sinon, on sera frappé. Vous savez bien que l'année civile allait même de juillet à juin, l'année qui suivait. OHADA a mis en place, tous les États devraient commencer l'année budgétaire, l'arrimer à l'année civile. Donc maintenant, les autres administrations ne tiennent pas. Pour qu'on vienne même, pour amener les sociétés, les entreprises à tenir leur conseil d'administration avant la fin de l'année, c'était un problème.
C'était un problème. Donc, en réalité, c'est les autres administrations qui doivent s'arrimer, mais surtout le Premier ministre. Il doit veiller à une cohésion de l'action gouvernementale. Alors, il y a un troisième élément, toujours dans ce dossier-là, c'est l'extrait de l'acte de naissance. Alors, contrairement à la copie et à la photocopie, l'extrait se fait dans la mairie où on a établi l'acte de naissance quand on est né. Et vous savez, les gens doivent rentrer dans leurs différentes mairies, faire ça. Alors, il se passe que ceux qui sont au nord-ouest et au sud, à l'extrême nord, ont des mairies qui sont inaccessibles. Vous imaginez à la guerre et tout ça là, ça fait grincer également les dents. Oui, oui, absolument. Oui. Et là, la première institution à faire le rapport, ça devait être les CAM. Et les CAM auraient pu dire les circonscriptions communales où elle n'est plus présente, en disant voilà les deux. Mais je suis sûr qu'ils ont fait le rapport et le ministère de l'administration territoriale, comme il avait dit qu'il était ministre des élections, il a laissé faire. Et donc il ne faut pas que la clarté ait. Et il est quand même se rend, j'allais dire, piégé. Oui. Parce qu'elle a sorti une note dernièrement en disant que dans certaines localités, on va venir au niveau de départemental pour déposer des listes, alors que l'élection, elle est communale. Donc, et là, cette difficulté est réelle. Et c'est ça qui montre effectivement qu'on devait d'abord privilégier la résolution. Vous avez également les maires qui ont déserté leur bureau avec leurs agents pour ne pas signer cet extrait-là. Sûrement qu'ils ont les problèmes, c'est très grave ça. Ça veut dire peut-être qu'ils auraient des problèmes d'investiture avec leur parti et ils préfèrent donc bloquer. Non, ils ont déjà signé pour eux-mêmes. Donc maintenant, ils ont déjà signé pour eux-mêmes. Maintenant, leurs adversaires qui sont dans ces mairies-là. C'est donc ça le banditisme politique qu'on a. C'est le banditisme politique. Ils procèdent ça. Je pense que les conseillers municipaux qui sont victimes, du moins les candidats aux municipalités qui sont victimes de ça doivent dénoncer ça très vite. Et vite, ils ont encore en tout cas, à Yaoundé également, on nous signale des cas comme ça. C'est malheureux. Bon, il y a également l'extrait du casier judiciaire, bulletin numéro 3. Là aussi, moi je condamne. Là c'est gratuit. C'est gratuit. Mais les premières personnes qui ont fait établir leur bulletin numéro 3 ont payé. Il n'y a pas de timbre sur ça. Voilà. Article 295. Le président du tribunal de première instance instruit ses services de grâce. Article 295 du code électoral. Je rappelle également que même pour les extraits d'acte de naissance, c'est gratuit. Il n'y a pas de. On met seulement mention élection. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question en espérant que nos dirigeants, d'ailleurs, beaucoup estiment que peut-être il va falloir que le Premier ministre prenne la parole pour essayer de donner des modalités pratiques pour faciliter à tous les candidats la constitution de leur dossier. Et surtout dire à son administration qu'on ouvre même les samedis et dimanches. Bon, d'accord, merci beaucoup, beaucoup à vous. On va, madame, monsieur, tout de suite basculer au plateau B où Consilamine est déjà en place avec le Vombio Oméga 3. Consilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueille encore une fois de plus ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, nous parlons santé, nous parlons bien-être, nous parlons Vombio et on parle bien sûr pas de n'importe quel Vombio, le Vombio Oméga 3 commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka. Alors, chers téléspectateurs, alors ce complément alimentaire est votre complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète, de nous prévenir contre les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, mais également de réduire naturellement la pression artérielle. Le Vombio Oméga 3 coûte bel et bien 5 500 francs au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est un complément alimentaire idéal pour réduire les complications du diabète. Vous l'avez à 5 500 francs en vente uniquement au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. À côté bien sûr du Vombio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques, de ce lait de toilette des diabétiques qui permet d'embellir, de protéger et de sécuriser la peau des diabétiques. Alors là, je m'adresse à tous ceux-là qui sont diabétiques. Plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette. Vous avez désormais votre lait de toilette commercialisé par le concept Salaka, à savoir Vombio Lotion, que vous retrouverez à 6 000 francs, toujours en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces deux produits de santé, notamment le Vombio Oméga 3
et bel et bien Von Bio Lotion. Il faut également rappeler qu'en plus du Von Bio Oméga 3, on a également d'autres Von Bio tels que le Von Bio Detox, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep qui sont vendus également au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika. Et ceux qui ont besoin d'une éventuelle livraison, il suffira tout simplement d'appeler le concept Salaka au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran et de passer votre commande, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent le concept Salaka. La santé, elle est délicate. La santé, elle est fragile. Votre santé est bien sûr la chose la plus importante. Alors, raison pour laquelle il faudrait l'entretenir, il faudrait se suivre. Et aujourd'hui, le Von Bio Oméga 3 est ce complément alimentaire idéal pour réduire les complications du diabète, nous prévenir contre les AVC, réguler le taux de cholestérol dans le sang, réduire naturellement la pression artérielle. Vous l'avez à 5500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Avec la permission de la réalisation, nous allons également vous présenter une fois de plus une pommade contre les hémorroïdes, chers téléspectateurs. C'est donc l'occasion pour moi d'attirer bel et bien l'attention des téléspectateurs. Voici la pommade contre les hémorroïdes. Je vous la présente encore une fois de plus. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre? Vous souffrez des hémorroïdes? Alors le concept Salaka vous permet d'avoir la pommade contre les hémorroïdes. Et pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le prix, alors il est question d'appeler dès à présent le concept Salaka et avoir toutes les informations liées à la pommade contre les hémorroïdes. Et n'oubliez surtout pas, acheter un produit c'est bien, acheter un article c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka c'est encore mieux. Parce que le concept Salaka c'est la qualité, c'est la garantie, c'est les meilleurs prix. Et c'est surtout le respect de la clientèle. N'oubliez surtout pas, les promotions continuent au magasin 1001 Tapis sur tous nos articles et bien entendu sur le Von Bio Oméga 3, Von Bio Lotion et les autres Von Bio que vous retrouverez également au magasin 1001 Tapis. Tout de suite, allons prendre interpellation et ensuite on va faire un petit commentaire. Cannot work anymore. Why? Because the drugs we have are not as good as the ones that were before, which means the standards of drugs are reducing. I would like to propose to government that they should create a standards unit where any drug being used in this country should go through a standard clearance so that we should know its content, whether the active ingredient is actually in the right quantity to treat the disease. And we should try as much as we can to control drug sellers in the streets. Because these ones in the streets are the ones that sell things cheaply and quickly attract sick people to go and buy the wrong drugs. Sur ce plateau, petit commentaire là-dessus parce que souvenez-vous du coharinat et tout ce que ça avait eu comme débat au Cameroun puisque il avait été dit que le coharinat contre le paludisme par la suite donnait des insuffisances rénales et on se demandait comment est-ce que un tel médicament avait pu entrer au Cameroun. On peut en parler avec le coharinat, comme on peut évidemment évoquer d'autres produits de charlatans qui arrivent au Cameroun sans qu'on ne sache vraiment comment ça se passe. Bengan. Oui, moi je serais même tenté de vous dire que peut-être c'est l'OMS qui encourage les charlatans. Bon, d'accord, mais c'est pas là le débat. Comment on peut fabriquer les remèdes contre le paludisme en Europe où le paludisme n'existe pas? C'est d'abord ça le problème. Donc je suis d'accord avec lui. Il faudrait qu'au Cameroun, dans nos pays, nous commençons à fabriquer les médicaments et avoir des organes de contrôle de ces médicaments-là. Vous verrez tout à l'heure. Comme normalement à Yaoundé est censé faire ça. Bon. Ah, d'accord. Oui. Pour contrôler, on a comme contrôle. Maintenant, qui fabrique? Voilà. Puisqu'ils viennent prendre nos herbes, nos écorces et tout pour aller fabriquer les médicaments que eux ne connaissent pas. D'abord, vous entendez les BIMA, les COA, les tout. La molécule qui soigne le paludisme vient soit de la Chine, soit de l'Afrique. Et les Chinois ont mis en valeur leurs molécules. C'est pour ça que les flavoquines qui n'existent plus. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, soyez pas le paludisme. Ils nous donnaient beaucoup plus de maladies
qu'il ne traitait le paludisme. Non, c'est là le problème. Mais je pense bien que nous avons la direction de la pharmacopée, que ce soit au ministère de la Santé publique ou au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Mais à quoi servent donc ces départements ministériels si on ne veut pas faire la promotion de la pharmacopée? Maintenant, on reste dans le contrôle des big pharma, donc des grandes firmes pharmaceutiques qui peuvent vendre n'importe quoi et à venir ici. En France, par exemple, on a pu détecter les prothèses mammaires qui ont donné des cancers aux femmes. Parce qu'eux ont, j'allais dire, ils ont des organismes de contrôle. Mais ici, chez nous, on n'en a pas. On vous envoie n'importe quel truc. Qui peut dire aux filles, par exemple, qui souffrent des règles douloureuses et tout, de ne pas prendre certains médicaments qui vont plutôt compliquer leur fertilité demain? Parce qu'il y en a, il y a beaucoup d'anti-inflammatoires qu'elles prennent et qui vont compliquer leur fertilité. Malheureusement. Oui, absolument. En tout cas, madame, monsieur, on voit très bien que l'ANACOM, par exemple, devrait faire son travail et devrait contrôler davantage les produits qui entrent au Cameroun et livrer leur expertise pour qu'on puisse interdire de plus en plus de produits pour ne pas qu'ensuite les conséquences soient fâcheuses pour la santé des Camerounais. En tout cas, c'est le vœu que l'on peut aujourd'hui avoir. Maintenant, le débat sur est-ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes nos produits, il me semble qu'il y a déjà des laboratoires qui fabriquent des génériques au Cameroun. Je ne sais pas où on en est avec tout cela. Il me semble aussi que les Camerounais ont de plus en plus pris en main tout cela. Il me semble qu'il y a Artemisia, un truc comme ça. L'Artemisia, voilà, merci. C'est le remède de l'heure, monsieur Rifo aussi. Oui. Vous consommez l'Artemisia, vous dites au revoir parlé sur 10 ans, monsieur Rifo aussi. Vous le consommez de manière constante, vous dites au revoir. Il n'y a aucun contrôle. Vous dites au revoir. Parlez de ça comme ça. Mais oui, je vous dis au revoir. Sur la base empirique, mais est-ce qu'on a testé? On n'a pas eu besoin. Monsieur Rifo est-ce qu'on a testé les effets secondaires? Monsieur Rifo aussi, votre maman vous donnait l'aloe vera, les médicaments verts qu'elle conservait dans des boîtes. On avait vérifié le dosage. On nous faisait boire le foie de morue là, tous les mois de juin. C'est où? La flavokine qu'on faisait boire aux gens. Et l'OMS avait fait des calculs. Jusqu'à présent, j'ai mon bidon de 10 litres dans lequel j'ai jeté mon quinqueliba, j'ai fait maintenant le bon aloe vera. Tous les vendredis, je bois un bon verre. Le matin et le soir. Et ça me va, monsieur Rifo. Nous avons grandi. Attendez-moi, nous avons grandi avec le remède amer. D'ailleurs, lorsque nous avions mal à la tête à la maison, on disait buvez le remède amer. Et nous fuyions le remède amer. Monsieur Rifo aussi, nos parents, entre deux saisons, organisaient des séances de purge exceptionnelles. Où on dit, monsieur, on vous met ça à caleçon le matin, vous arrivez sur les genoux de maman, on tape les fesses et on purge entre deux saisons. Aujourd'hui, les gens sont surpris de faire le paludisme qu'on quitte la saison sèche à la saison de pluie à la saison sèche. Entre deux saisons, on ne fume, on ne suce pas les mangues. On se dit, mais c'est combien, monsieur Eric Fopoussi? D'accord. Je crois que c'est nous-mêmes. L'occidentalisation qui nous a tués. Merci. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Restez avec nous sur Equinox Télévision toute la journée puisque nos programmes s'enchaînent au cours de la journée. Merci à nos équipes techniques, Emmanuel Wapi, Carlos Minoué, mais également Dallas Chana avec nous sur le plateau. Madame, monsieur, toute la grande équipe vous donne rendez-vous demain vendredi 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.